Bonjour à tous, bienvenue dans La séance est ouverte. Vous allez sûrement le reconnaître, Laurent Delahousse, présentateur des journaux du week-end de France 2, était auditionné par la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Regardez. J'ai pris l'habitude durant des années de m'exprimer assez rarement, publiquement, car cette dernière fonction, la plus visible, est encore aujourd'hui un totem, selon moi, un pôle de stabilité pour les Français au cœur de notre profession et m'oblige depuis plusieurs années à une forme de devoir de réserve, d'équilibre dans ma prise de parole afin de respecter les Français dans leur ensemble. J'ai de la chance, beaucoup de chance d'exercer cette fonction passionnante qui n'est pas un long fleuve tranquille et qui nécessite de ne jamais oublier qu'elle est aussi une source de responsabilité, de rigueur et d'exigence. Porter à l'antenne un journal de 20 heures nécessite des choix, des débats, des vérifications permanentes, de ne pas se laisser aspirer par l'émotion de l'instant, savoir, face à son clavier, trouver les mots justes, chercher la mise en perspective des faits. Fabriquer un journal débute le matin au gré de la conférence de rédaction avec les équipes, les services et ne s'achève pas au générique de fin. L'information reste en vous, elle se nourrit dans les heures qui suivent et cela jusqu'au lendemain et le lendemain encore et encore. S'asseoir à 20 heures dans ce fauteuil n'est donc que l'épilogue d'un long travail, un travail collectif. Cet exercice aura réglé mon agenda et m'aura fait gagner en ponctualité depuis plus de 18 ans, comme vous le soulignez. Je sais et je serai à chaque fois à 20 heures, le vendredi, le samedi et le dimanche à l'heure. J'ai depuis une trentaine d'années maintenant choisi d'observer, d'écouter, de raconter les autres, de tenter de donner des clés pour comprendre, analyser l'évolution de la France et du monde. Tout comme celui-ci, notre profession a changé. Le contexte concurrentiel est différent avec l'arrivée de nouveaux médias et le mode de consommation de l'information a également connu une véritable révolution. Le journalisme a toujours été critiqué et c'est ce qu'il a construit, façonné, renforcé. La dérive serait qu'il devienne une cible permanente, un bouc émissaire. Devenir journaliste a été un choix, d'abord un rêve, né dès l'enfance, chez moi, grâce à la curiosité, l'ouverture sur le monde, la bienveillance de mes proches et de mes parents. J'ai exercé depuis toutes ces années presque tout ce que le métier de journaliste peut offrir comme moyen d'expression différent. J'ai commencé ma carrière, vous l'avez souligné, à la radio, au service politique d'RTL, rue Bayard, à Paris, une rédaction historique entourée d'Olivier Mazerolle et d'une figure tutélaire qu'il est difficile d'oublier, Philippe Labro. J'ai ensuite retrouvé ce même média quelques années plus tard, à quelques centaines de mètres de là. C'était rue François 1er, à Europe 1. Autre station intense, riche de ses signatures, c'est notamment l'oreille collée à mon transistor à écouter Stéphane Paoli ou encore le générique de cette fameuse émission qui était le Club de la Presse et ses intervenants que j'ai appris à suivre la vie politique qui me passionne toujours autant. J'y présenterai une tranche le soir intitulée Génération Europe 1. J'ai eu la chance d'avoir participé à la création de la première chaîne d'information, LCI, laboratoire de talents multiples, assez incroyables, où nous étions des couteaux suisses impatients de partir, de travailler, d'apprendre chaque jour. J'y ai donc appris beaucoup auprès de talents multiples, Étienne Boujotte, Jérôme Bellé, Pierre-Luc Séguillon, Philippe Besse ou encore Guillaume Durand et bien d'autres. J'y ai été reporter, chroniqueur d'un rendez-vous consacré aux photoreporters. J'ai ensuite accepté la proposition de présenter une tranche d'information dans l'ombre de plusieurs personnalités, et notamment David Pujadas, que je retrouverai avec plaisir plus tard, notamment pour de nombreuses soirées électorales sur France Télévisions. Ensuite, je me suis confronté au magazine, la narration documentaire, c'était sur M6, avec ce magazine du dimanche qui était Secret d'actualité. Je garde également en mémoire un homme avec qui j'ai eu la chance d'échanger régulièrement. Il dirigeait cette chaîne, il s'appelait Jean Drucker. Nous parlions de la télévision, du cinéma, mais aussi beaucoup de la vie, de la distance à garder vis-à-vis de la notoriété et de son caractère fragile. Il finira par me dire un jour que j'allais partir, ne pas rester à M6, car mon chemin était ailleurs. Il fut le premier à me dire que, selon lui, je présenterais un jour le journal de 20 heures. Quelques mois plus tard, nous étions en 2006, Patrick de Carolis, Patrice Duhamel, mais également Arlette Chabot, me proposaient de rejoindre France 2 afin d'y présenter les journaux en tant que joker, puis en tant que titulaire à partir de 2007 des éditions du week-end. Dès nos premiers échanges, ils me demandèrent de réfléchir à faire évoluer le journal, son format, ses rubriques. Ils me proposèrent également de développer de nouvelles écritures, de nouveaux formats de magazines, de proposer les documentaires en ligne de mon précédent rendez-vous qui était Secret d'actualité à l'époque sur M6. C'est ce à quoi je me suis attaché en développant une collection de récits, de portraits, intitulé Un jour un destin. Vous l'avez souligné, de Jacques Chirac à François Mitterrand, de Claude Sautet à Patrick Devers, de Romy Schneider à Brigitte Bardot. Cette collection a rencontré un succès
populaire sur les antennes de France Télévisions et est devenue une marque du service public. La création, la réalisation de documentaires, ce sont des heures et des heures de montage, jour comme de nuit, une transmission de savoir, un travail d'équipe, une façon de mettre en lumière notre patrimoine et une manière de démontrer que lorsque l'on se concentre sur la vie de ces grandes personnalités, au-delà de leur talent, ce que l'on retient, c'est le miroir qu'elles nous tendent, on y retrouve nos propres failles et nos blessures. Viendra ensuite une autre série, Un jour une histoire, portrait et récit du monde, entre autres, d'Al-Qaïda à Daesh, sur les traces de Klaus Barbie, portrait de Vladimir Poutine, des relations de la France et de l'Iran, ou encore du Mossad. J'ai également réalisé un film documentaire, Monsieur, pour le cinéma, portrait et confession de l'écrivain Jean d'Ormesson, que j'ai suivi durant de longs mois et qui fait partie des rencontres et des échanges qui marquent une vie. Au sein de France Télévisions, très vite, j'ai eu la chance de trouver un équipier, un journaliste, un partenaire et plus encore en la personne de Jean-Michel Carpentier qui m'accompagne aujourd'hui. Et donc depuis près de 20 ans, avec lui, nous avons créé une équipe et j'oserais dire une famille de journalistes, de réalisateurs, de cadreurs, de monteurs qui ont traversé avec nous toutes ces années. Sans eux, sans ces rencontres, cette équipe, mon itinéraire n'aurait eu aucun sens. Cette liberté, cette volonté d'inventer, de créer en permanence sont probablement les raisons qui m'ont poussé à ne pas accepter les différentes propositions que j'ai reçues d'autres médias tout au long de ces années. Nous avons, avec Jean-Michel Carpentier, installé 2 premiers rendez-vous, 13h15 le samedi, 13h15 le dimanche, d'abord en direct, avec des rencontres entre responsables politiques et personnalités de la société civile. Je pourrais vous citer des dizaines de rencontres, mais je garde en mémoire juste un échange, peut-être en illustrant tout cela, qui résume peut-être l'esprit de notre travail, une rencontre étonnante et riche d'échanges entre Carole Bouquet et Arlette Laguillet. Il y en aura des dizaines d'autres. Jean-Michel Carpentier pourra bien évidemment vous apporter tous les éléments concernant ce travail. Des rencontres et des débats qui n'avaient jamais pour objectif de fracturer, de diviser les Français, mais à l'inverse de tenter d'y révéler ce qui nous différencie, bien évidemment, mais aussi ce qui peut aussi nous rassembler. Ces 2 rendez-vous se sont installés à l'antenne, ont rencontré leur public, créé une fidélité, incarnent aujourd'hui encore, je l'espère, une vision de ce que peut être la télévision, l'information, mais également, bien sûr, le service public. À l'aide de nos reportages, de nos documentaires, nous avons tenté, expérimenté, nous avons raconté l'actualité, la grande histoire, mais aussi la vie des uns et des autres au quotidien. Nous avons plongé nos caméras au plus près des Français en leur donnant la parole, en les écoutant, quelles que soient leurs conditions, leurs origines, leurs combats, leurs souffrances, leurs joies, mais également leurs espoirs. Leurs combats, leurs souffrances, leurs joies, leurs espoirs, et cela sur le temps long, les retrouvant parfois bien longtemps après, comme c'est le cas pour plusieurs agriculteurs, entrepreneurs. Vous avez souligné d'ailleurs, commerçants dont nous suivons le combat depuis des années. Combien de sujets au sein de nos territoires, les plus reculés et parfois oubliés. Avec Succession, série qui donne la parole à toutes les composantes de la vie politique, mais également le feuilleton des Français, qui est devenu au fil du temps en quelque sorte une radioscopie, un témoignage de l'évolution de notre société. Avec nos séries historiques, 13h15 remplit également une de nos missions, celle de ne jamais oublier qui nous sommes et d'où nous venons, de lutter contre l'oubli et les contre-vérités qui demeurent un poison contemporain. Du chant des partisans au combat des 2 Gisèle, Halimi et Pélicaud, de la saga des frères Michelin à la conquête de l'Arctique. À 1 heure de grande écoute, nous rassemblons régulièrement plusieurs millions de téléspectateurs en linéaire, mais également auprès d'un public plus jeune, avec la diffusion de l'ensemble de ces formats sur le digital et sur la plateforme. Le digital est devenu depuis plusieurs années, vous le savez, une urgence, une priorité, compte tenu de la révolution du mode de consommation des écrans par la nouvelle génération. Le digital est devenu donc un axe important de développement pour le service public. Cette révolution est un séisme pour tous les médias et pas seulement pour nous. À ceux qui voudraient croire que les jeunes ne s'intéressent pas, finalement ne visionneraient aujourd'hui qu'en scrollant des formats courts, zappant d'une image à l'autre, c'est une erreur. Ils se passionnent pour les nouvelles écritures, les séries documentaires et pour la politique et également pour la géopolitique qui s'agite, comme vous le savez, heure après heure. Autour des éditions du week-end, à la manière de la presse écrite, nous avons accentué encore l'offre de la tranche de 20h à 21h. Nous avons accentué cette offre avec 3 marques, 20h30 le vendredi, le samedi et le dimanche, avec en direct des grands entretiens, des rencontres d'écrivains, d'artistes, de créateurs qui sortent de l'exercice de promotion pour raconter notre société. Le dimanche, nous avons réussi à créer ce rendez-vous familial qui rassemble de 4 à 5 millions de téléspectateurs et fait de France Télévisions le leader de ce carrefour d'audience le dimanche soir. Cette notion de rendez-vous et de lien fort avec le public est pour nous essentielle.
Depuis 2007, je présente le journal de 20 heures également le week-end, comme vous l'avez souligné. Cela fait donc près de 20 ans. Je vis avec l'information et son degré potentiel de richesse, mais également de toxicité, mais heureusement aussi avec ses moments de joie. Je vais peut-être prendre juste un premier exemple. Je garderai longtemps en moi le souvenir de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris, sous ces trompes d'eau, avec ces moments de communion suspendus, tout cela devant 25 millions de téléspectateurs. J'ai interviewé des centaines d'invités, de Bachar el-Assad encore au pouvoir, à Mikhail Gorbatchev, témoin de l'actualité de son passé. J'ai vécu beaucoup avec l'ensemble de la rédaction de ces crises, de ces révolutions, des moments de tension extrême, de conflits, 4 campagnes présidentielles, des soirées électorales, interviewé l'ensemble des présidents de la République à plusieurs reprises, les anciens également, chaque candidat entre les 2 tours de la présidentielle à l'occasion du journal de 20 heures. Nous avons vécu aux côtés des Français les attentats du 13 novembre, la guerre en Ukraine, le Covid, avec une forme intense de solitude sur ce plateau et dans Paris. Et aussi, il faut le souligner, une lourde responsabilité, tant l'incertitude que vivaient les Français était forte. Elle l'était pour moi également. Chaque jour du premier confinement, les Français attendaient le journal de 20 heures, ces moments vécus avec eux, avec nos équipes, s'adressaient à 9 millions de téléspectateurs à cette période sans agiter l'étendard de la peur, en étant responsables. Une question essentielle se pose d'ailleurs de plus en plus pour nous tous aujourd'hui. C'est le temps de la réflexion. Peut-il encore exister aujourd'hui? L'urgence de l'instant, l'immédiateté remplace même le présent. Chaque heure dessine presque un nouveau séisme politique, géopolitique, et les Français sont emportés dans ce tourbillon qui s'ajoute à celui de leur vie intime et personnelle. Avec toutes les équipes qui m'entourent, nous tentons de répondre à cette exigence de l'information, à ces enjeux, à ne pas se laisser emporter par l'hystérisation, par le mouvement permanent. L'information est une âme sensible, fragile, source d'incompréhension et parfois de fractures. Nous aurons l'occasion, bien évidemment, d'y revenir. France Télévisions est une maison commune qui tente d'apporter des réponses, des éclairages, du sens et nous impose à respecter les téléspectateurs et tous les téléspectateurs. Vous lui trouverez, j'en doute, pas des défauts, bien évidemment des défauts. Je vous rassure, au sein de la rédaction, nous nous interrogeons chaque jour sur notre travail en sachant nous remettre en question. Mais je sais une chose, c'est que les Français sont très attachés au service public, qu'ils l'aiment. En regardant sur les écrans du service public, on y trouve une source de connaissances familiales, des films, des séries documentaires, des séries parfois populaires, parfois plus exigeantes, une ouverture sur le monde qui nourrit l'esprit critique, tant nécessaire en s'adressant à tous les publics, à toutes les générations, des rendez-vous que l'on ne voit pas ailleurs, car notre mission est singulière et différente de celle des autres. J'espère avoir participé de manière la plus sincère, la plus créative et la plus juste possible à cette singularité. J'aime ce métier, je suis fier de notre travail collectif et j'aurai l'occasion de préciser tout cela avec vous. C'est un travail de dizaines et des dizaines de salariés que j'ai la chance d'incarner à l'antenne, ce qui est pour moi un véritable privilège. Je vais tenter de répondre à vos questions, non pas en tant que dirigeant, ce qui n'est pas ma fonction, mais en tant que salarié, certes un salarié un peu plus visible que la moyenne, et j'imagine que c'est la raison pour laquelle vous avez souhaité m'auditionner. Merci beaucoup pour ce propos liminaire. J'aurais 2 questions très rapides avant de passer la parole au rapporteur. Monsieur Delahousse, depuis 19 ans, vous venez de nous le dire, vous avez choisi d'informer les Français sur France 2, mais aussi de raconter la France, vous l'avez dit, ses mutations, ses préoccupations, ses fractures, ses forces, ses réussites. Vous avez donné la parole aux Français. Vous les avez écoutés, quelles que soient les conditions, leurs origines, et au fil des ans, vous l'avez dit, vos journaux sont devenus une sorte de radioscopie de la France, de ses jours heureux et de ses moments de peine. Vous avez dédié une grande partie de votre vie au service public, à l'audiovisuel public. Et ma première question, et puisque vous l'avez évoqué, vous avez eu des propositions du secteur privé. Au-delà des liens personnels, des liens d'affection que vous avez tissés avec M. Carpentier, avec vos équipes, pourquoi avoir décidé de rester, après toutes ces années, sur l'audiovisuel public ? Pourquoi n'avoir pas cédé aux sirènes du privé et aux projets qu'on vous proposait par ailleurs? Qu'est-ce qui fait la singularité, la force peut-être pour vous de ce service public audiovisuel? Qu'est-ce qui fait qu'après 19 ans, on y est toujours aussi fidèle? Vous l'avez dit, 19 ans, c'est une partie importante de ma vie. J'ai souhaité rester sur les services publics parce qu'il correspondait à l'histoire que je me faisais de la télévision, parce qu'il m'a permis d'être libre, de créer, d'inventer, et de créer un lien également avec les Français. Je souhaitais cette stabilité, cet équilibre, cette rigueur, ce partage avec cette rédaction à laquelle je suis profondément attaché. Ce qui m'a permis, au gré des années, à chaque fois, à chaque proposition, comme vous le dites, extérieure, de me poser cette question.
Où serais-je le plus libre? Où puis-je m'exprimer de cette manière? Je vous l'ai expliqué, je suis à la fois un présentateur du journal du 20h, un rédacteur en chef, ce qui me permet de réfléchir sur le monde et de réagir non pas dans l'instantané, dans la précipitation, mais plutôt dans la réflexion avec une rédaction. J'ai la chance de pouvoir incarner ce que je n'aurais peut-être pas pu faire ailleurs, des magazines de documentaires et de reportages qui me permettent d'avoir cette réflexion et de ne pas être fixé finalement essentiellement sur le temps et l'instantanéité. Et cette réflexion me paraît essentielle. Le documentaire également, la créativité, la possibilité de narrer l'actualité, l'histoire immédiate ou des personnalités. C'est pour toute cette richesse et ce partage avec ces équipes, avec cette rédaction, que j'ai fait le choix de rester là durant toutes ces années jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Ma dernière question, et je laisse la parole au rapporteur. Sur le journal de 20h du week-end est devenu emblématique et il a longtemps connu une forme bien définie qui régentait presque la vie familiale, la vie quotidienne tout entière des Français. Une demi-heure de grand-messe, se terminant par la météo avant que l'on ne commence la grande émission de variété du samedi soir et que l'on regarde le lendemain le tout aussi attendu film du dimanche soir. Or, messieurs, vous avez l'un et l'autre contribué à bousculer ces codes grâce à des magazines d'information ou des interviews qui cassent cette monotonie et qui permettent d'entrer au plus profond des sujets. Et finalement, ma première question, pensez-vous qu'il faille toujours, dans le cadre de ces journaux télévisés, évoquer entre 20 et 25 sujets différents et comment casser finalement cette mécanique pour intéresser des publics aujourd'hui qui ont fait le choix, notamment chez des jeunes, de s'informer différemment? Je laisserai répondre dans un instant Jean-Michel. Ce que nous avons souhaité, c'est mettre en place une tranche d'information. C'est ce que d'ailleurs avait très vite évoqué avec moi Arlette Chabot, Patrick de Carolis et Patrice Duhamel, qui déjà à l'époque, je vais vous raconter une anecdote, quand je suis arrivé à France Télévisions, l'une des premières interviews que j'avais réalisées et l'une des premières questions à laquelle j'ai dû répondre était: qu'est-ce que cela vous fait, monsieur Delahousse, de rentrer en place à la tête du journal de 20h alors que finalement, cette marque va devenir très rapidement obsolète et probablement mourir assez rapidement, compte tenu des créations, des chaînes d'information. 19 ans plus tard, le journal de 20h reste un totem essentiel, important, je dirais même un pôle de stabilité pour de nombreux Français. Il suffit de cumuler les audiences entre celles d'M6, de TF1, de France Télévisions pour se rendre compte du nombre de téléspectateurs, du nombre de Français qui aujourd'hui encore sont là, présents à ce rendez-vous. En revanche, très vite, la question était de se poser, de bousculer, de changer, de créer des formats, de changer ce rythme effectivement assez linéaire qui était d'une succession, comme vous le dites, de sujets. Les formats ont changé. Nous avons installé des formats qui vont de 6, 7, 8 minutes parfois dans le journal de 20h. Nous avons créé des rendez-vous différents avec le 13h15 dans la continuité du journal de 13h que je ne présente plus aujourd'hui mais que j'ai présenté également pendant des années. Et dans la continuité du journal de 20h avec le vendredi des portraits de Français, le samedi une histoire française d'hier à aujourd'hui qui réfléchit sur des questions de société et également avec des éléments de pop culture, et dans la dernière partie du journal le dimanche soir. C'est ce qui d'ailleurs nous différencie de notre principal concurrent, de créer un rendez-vous d'une trentaine de minutes, ce qui est d'ailleurs équivalent à ce qui se passe dans la semaine, puisque vous l'avez bien vu depuis quelque temps, le journal est scindé entre guillemets en différents temps. Nous avons voulu, avec le 20h30 le dimanche, aller à la rencontre de ces personnalités qui font finalement la vie de la société, et non pas de les prendre dans leur promotion, il y a assez d'émissions pour cela à la télévision aujourd'hui, mais dans leurs interrogations sur la société. Quand je reçois hier Christophe André, psychiatre, sur ces questions qui sont la capacité de nous tous à être parfois résilients, c'est une question qui est abordé devant 4 à 5 millions de téléspectateurs et qui prend le temps de l'aborder. C'est ce qui nous différencie, c'est ce qui fait notre singularité et ce qui, je crois, apporte aussi, depuis que j'incarne ce journal avec les équipes et avec les réflexions que nous avons mises en place avec les différentes directions de l'information, un changement progressif des journaux. Je laisse le rapport, peut-être vous compléterez le rapporteur à des questions qui rejoindront les miennes, je pense, et comme ça, vous ferez une réponse globale pour qu'on vous entende aussi, Monsieur Carpentier. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs. Merci pour votre temps cet après-midi. On a, je pense, nombre de questions. Il va falloir faire circuler la parole. Ma première question, Monsieur Delahousse, concerne à peu près la même question que j'ai posée ce matin à Madame Salamé, parce qu'elle me semble primordiale.
TF1 consacre environ 140 millions d'euros à l'information par an. Avec ce budget, vous le savez, la chaîne produit les 2 journaux télévisés parmi les plus regardés en Europe, une chaîne d'information en continu, dont l'audience est 2 fois supérieure à celle de France Info TV, ainsi que des magazines et des documentaires. France Télévisions, de son côté, dispose de moyens largement supérieurs, environ 230 millions d'euros pour l'information nationale, un budget qui est en hausse de 14% depuis 2017, près de 600 millions d'euros pour France 3, qui sont très largement dédiés à l'information, et même près de 50 millions d'euros par an pour France Info TV. Pourtant, c'est objectif de le dire, mais les résultats ne suivent pas. En 2025, le 20h de TF1 réunissait en moyenne 5,2 millions de téléspectateurs et celui de France 2, 3,8 millions. La dernière fois que vous étiez devant TF1, je crois, en tout cas des articles de presse que j'ai pu avoir à ma connaissance, c'était le 19 septembre 2015. Léa Salamé, ce matin, a d'ailleurs justifié cet écart entre TF1 et France 2 en arguant que, comme TF1 avait toujours été depuis longtemps devant France 2, il était normal que France 2 soit toujours derrière. Mais je vous avoue qu'on n'a pas eu tellement plus d'explications. Ma question est donc simple et peut-être que vous pourrez nous éclairer. Comment est-ce que vous expliquez qu'avec au moins 2 fois plus de moyens, l'audiovisuel public fasse nettement moins d'audience qu'une chaîne privée commerciale comme TF1 ? Où résiderait le problème? Est-ce qu'il est dans la stratégie, dans la ligne éditoriale ou alors dans la gouvernance de France Télévisions? Merci, monsieur le rapporteur, pour cette question. Le journal de TF1 est un très bon journal. C'est un journal rigoureux, qui a ses exigences et qui répond finalement à une ligne éditoriale qui est celle d'un grand journal de télévision. Et d'ailleurs, je souligne la qualité de ce travail et de mes confrères. Le journal de France Télévisions a sa différence et sa singularité. L'audience n'est peut-être pas la même priorité, nous n'avons pas les mêmes obligations. Vous dire ici que l'audience n'est pas essentielle, moi, tous les lendemains, j'observe bien évidemment la structure d'audience, les résultats, parce que notre rôle d'outsider, par rapport à effectivement notre principal concurrent, est également important. Il est aussi un moteur. Il n'est pas le moteur essentiel. Il n'est pas le socle de notre travail. Notre travail est finalement de proposer aux téléspectateurs un journal différent. Je vous l'ai établi et expliqué. Il est sur une tranche d'information déjà plus longue, de 20h à 21h. Il apporte un éclairage sur l'international peut-être plus présent. Il est avec ce qui nous permet d'avoir encore des correspondants à l'étranger, comme encore, on l'a illustré ce week-end et encore dans le journal de 20h d'hier soir, tout simplement. Nous avons une richesse qui est la nôtre, qui est celle d'avoir une ligne éditoriale et de nous adresser au plus grand nombre en s'intéressant à tout le monde et en tentant de réaliser le journal le plus équilibré et le plus rigoureux. Nos résultats sont ceux que je peux vous dire, 4 millions de téléspectateurs encore hier soir. 4 millions de téléspectateurs, 4 millions à 20h30 également. C'est un score régulier que nous installons. 4 millions de téléspectateurs, c'est important. C'est beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Aujourd'hui, notre principal concurrent est devant nous. Comme vous l'avez souligné, il y a eu des hauts et des bas. Nous faisons tout avec rigueur, responsabilité pour renouveler en permanence le journal. C'est ce que en tout cas, je tente de faire avec mes équipes. Vous savez, le journal commence tôt le matin, finit tard le soir, infuse encore un petit peu pendant la nuit et je me réveille encore avec cela dans la tête à chaque fois. Et c'est la même chose pour les équipes qui m'entourent et pour les équipes qui préparent le journal. Préparer un journal de 20 heures se fait sur un temps long, se fait sur le temps de la réflexion, du débat, et c'est ce que je soulignais dans mon propos liminaire. Il n'y a aucune improvisation dans ce métier, aucune improvisation. Nous travaillons beaucoup, nous respectons le téléspectateur, nous avons un cahier des charges qui est probablement différent. Pour ce qui est des questions budgétaires que vous soulignez, d'abord, vous l'imaginez bien, vous avez pu interroger les différents responsables de France Télévisions, les directeurs de France Télévisions sur ces questions. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, nous avons un budget important et nous sommes extrêmement vigilants dans la gestion de ce budget. Et il y a une chose que je voudrais préciser. Depuis plusieurs années, pour éviter tout fantasme, que les questions budgétaires d'économie guident l'organisation de notre travail, ce sont des éléments que la direction et que les salariés ont pris en compte. France Télévisions ne vit pas dans un autre monde. Monsieur le rapporteur, de là, et bien au contraire, nous proposons toujours aujourd'hui des programmes différents qui répondent aux exigences et à nos missions, mais peut-être effectivement avec des conditions budgétaires qui ne sont plus les mêmes qu'il y a quelque temps.
Merci pour ces précisions, monsieur le rapporteur. Oui, c'est un petit tic d'avoir tout. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Delahousse. Depuis 2015, la direction de l'information de France Télévisions, vous le savez, a connu pas moins de 7 directeurs successifs. Thierry Tuillier, Pascal Golomer, Michel Field, Yannick Letranchant, Laurent Guimier, Alexandre Cara, et désormais, on l'a appris il y a quelques jours, Philippe Corbet. Pourtant, ce même Thierry Tuillier a été remercié par Delphine Ernotte à son arrivée en 2015. Et il occupe depuis près de 10 ans cette fonction, la même fonction, mais chez TF1, sans discontinuité et avec des résultats qu'on peut qualifier d'incontestables. Et vous venez d'ailleurs de saluer les résultats et la qualité de l'information sur le groupe TF1. Comment est-ce que vous expliquez, vous, cette instabilité chronique à la tête de l'information chez France Télévisions? Je rappelle que vous êtes un journaliste et vous faites partie aussi de cette équipe d'information chez France Télévisions. Comme vous l'avez souligné, j'ai croisé de nombreux directeurs de l'information et de la rédaction. Être directeur de l'information et de la rédaction, je suis obligé de vous dire que c'est un sacré job, et peut-être particulièrement dans le service public, compte tenu des responsabilités, compte tenu de la pression particulière qu'il peut y avoir. Je vous jure que ça fait des bonnes journées quand on est directeur de l'information, dans l'hystérie du monde, dans la pression quotidienne. Et je souligne, et je tiens ici d'ailleurs à cette occasion à souligner le travail d'Alexandre Cara. Un départ de ce poste est toujours pour lui, je l'imagine, une déchirure. Ça l'est également pour une rédaction, parce que nous partageons des moments extrêmement importants. Et je prends juste un exemple. Il est le responsable de ce choix qui est parfois d'envoyer des reporters à l'autre bout du monde sur des lignes de front. Il s'endort avec cette décision, se réveille avec cette décision et s'en inquiète. Il doit trancher, je pense, 10 à 15 décisions par heure, parfois qui sont multiples. Et donc, effectivement, je tenais à souligner ici ce que pouvait représenter ce travail au sein d'une rédaction. Le journaliste n'est pas une somme de petits ou grands débats autour d'un plateau. Ce n'est pas non plus avoir un avis sur tout. Je souhaite la bienvenue à Philippe Corbet, qui prendra la suite d'Alexandre Cara. Je sais qu'il a toutes les compétences pour remplir cette fonction, et je lui fais totalement confiance pour garantir la stabilité, la créativité et finalement l'indépendance de la rédaction de France Télévisions. Vous soulignez le travail de Thierry Tuillier, que j'ai connu au sein de la rédaction de France Télévisions. Il effectue, comme vous le dites, un excellent travail à TF1, comme il le fut effectivement à l'occasion de son travail au sein de France Télévisions. Nous avons eu la chance, et j'ai eu la chance, de travailler au cours de ces années avec les différents noms que vous avez cités. Peut-être que le travail au sein de la rédaction et la direction de l'information de France Télévisions peut conduire, on va dire, à des baux d'exercice de cette fonction plus courts que sur une chaîne privée. Mais je n'ai pas plus de commentaires à vous apporter sur cette question. Merci, Monsieur Delahousse, pour votre réponse. Une question rapide de ma part. En quoi, de manière très concrète, le traitement de l'information réalisé par France Télévisions, au-delà des sujets, de la diversité des sujets dont vous avez parlé dans votre propos liminaire, en quoi ce traitement peut-il se distinguer de celui d'une chaîne privée? Comment est-ce que vous appliquez, vous, cette exigence d'une mission de service public dans le traitement de l'information, dans la façon d'animer vos journaux, de préparer vos émissions? Qu'est-ce qui fait, au fond, l'ADN du service public de l'information? C'est d'abord un travail collectif. Je ne parlerai pas à «je», c'est plutôt «nous». Nous travaillons tous ensemble à mettre en place le journal le plus équilibré, celui qui s'adresse aux questions que les Français se posent, les uns et les autres, à mettre en place un dispositif, et comme vous le savez, extrêmement encadré, où la parole politique est respectée, équilibrée, parfois calculée, puisque c'est la règle, pour que les uns et les autres aient la capacité de s'exprimer dans un temps qui leur est imparti et que cet équilibre soit respecté. Le journal de 20 heures, il a son particularisme sur le service public dans sa science du décryptage, je vous le dis, dans la variation de ses formats,
dans la capacité à réagir sur le plan international et d'alimenter des éditions spéciales. France Télévisions a régulièrement cassé son antenne pour effectuer des éditions spéciales dès lors que l'actualité internationale l'exige. Tous ces éléments additionnés donne au service public, dans son traitement de l'information, une valeur ajoutée ou en tout cas une singularité. À cela, on pourrait ajouter, c'est ce que je vous le disais, une tranche d'information plus longue qui donne la parole finalement à des représentants de la société civile dans des interviews que je ne vois pas chez mon principal concurrent, comme vous le citez, en tout cas dans ce format-là, de cette longueur-là. Donc ces spécificités accumulées les unes aux autres font du journal de 20h de France Télévisions un journal différent. Attention, nous travaillons sur la même matrice. Cette matrice, c'est l'information et l'actualité. Donc je ne revendique pas non plus de faire un journal complètement différent de celui de nos principaux concurrents, mais nous faisons un journal qui a son ADN, son identité depuis des années, un journal qui réfléchit, qui apporte des éclairages, avec une rédaction à chaque fois mobilisée pour nous apporter, et également, effectivement, je vous le disais, le prisme des services que nous avons encore et des bureaux que nous avons encore à l'étranger nous apporte, je l'espère en tout cas, une valeur ajoutée. Est-ce que peut-être juste Monsieur Carpentier, ou je laisse le rapporteur bondir, pour vous exprimer à un moment de cette... Vous avez une question sur le sujet encore, Monsieur le rapporteur, ou on laisse... Absolument. Peut-être une question qui peut vous concerner tous les deux. Je serais ravi d'avoir vos réponses. Une question d'ordre budgétaire, puisque dans son dernier rapport, nous les avons entendus, la Cour des comptes décrit une situation chez France Télévisions de quasi-faillite, avec un déficit cumulé de 81 millions d'euros depuis 2017, des capitaux propres qui sont inférieurs à la moitié du capital social, qui fait peser un risque de dissolution selon le Code de commerce, une trésorerie négative alors qu'elle était abondée à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros il y a seulement quelques années. Le président, d'ailleurs, le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qualifie la situation, je le cite, d'une situation qui n'est plus soutenable, qu'une entreprise normale ne pourrait tolérer. Vous le savez, la question budgétaire est centrale chez France Télévisions et chacun s'accorde à dire que cette entreprise, parce qu'elle utilise encore plus l'argent des Français, doit parfaitement maîtriser son budget et ses dépenses. Alors, au niveau de l'information et dans vos propres missions, quels sont les moyens dont vous disposez? Quels sont aussi les leviers d'optimisation budgétaire que vous identifiez sur le domaine de l'information chez France Télévisions? Et de façon peut-être plus pragmatique, lorsque vous choisissez des sujets de reportage, le format du journal, des émissions, est-ce que vous intégrez systématiquement la question du coût dans vos décisions éditoriales? Une précision, pardon. Nous n'avons pas, enfin en tout cas à titre personnel et Jean-Michel également, même s'il gère un volume important de magazines, de compétences à répondre à ces questions financières, questions que vous avez pu également poser à des personnes plus compétentes sur ces questions. Mais le budget de l'info nationale à France Télévisions, je voulais le rappeler quand même, c'est 6 heures d'infos par jour sur nos antennes nationales et une chaîne d'infos en continu, soit 2 fois à 3 fois plus de volume horaire quotidien que TF1. Peut-être Monsieur Carpentier, est-ce que c'est la question que tout à l'heure nous avons posée à celles et ceux qui font le JT la semaine, donc avant vous, sur effectivement, est-ce qu'aujourd'hui les contraintes budgétaires pèsent sur la manière dont vous organisez vos journaux et, comme disait le rapporteur, sur les choix que vous faites? Oui, bien évidemment. Peser, le mot est un petit peu fort parce que ça voudrait dire que c'est un paramètre essentiel et prioritaire, mais c'est effectivement une préoccupation permanente. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser débrider une créativité, une volonté d'aller un petit peu partout comme pourrait nous l'emmener l'actualité, mais nous sommes toujours prêts à regarder de très près le coût des décisions éditoriales que nous prenons. Pour la partie du journal, cela vous a été dit ce matin par les responsables du journal de la semaine. Je ne m'occupe plus du journal du week-end, je m'occupe des magazines. Elsa Palot, la rédactrice en chef des journaux du week-end, pourrait vous le dire. Elle également et son équipe pour organiser et le travail des journalistes. Évidemment que nous avons sans cesse en tête la préoccupation financière. Bon, elle ne doit pas non plus nous
comment dire, nous empêcher de prendre des décisions qui sont nécessaires lorsqu'il s'agit d'envoyer une équipe au bout du monde ou pendant 15 jours parce qu'elle va nous ramener un reportage de 90 minutes. Il est certain que nous avons évidemment la priorité de mettre en place cette décision. Lorsque nous prenons une décision éditoriale, il faut savoir qu'elle est validée par une quadruple signature de la hiérarchie de l'entreprise. Nous avons une signature de la direction de la production, une signature de la direction des moyens. Pour ce qui nous concerne sur les magazines, une signature de la direction des magazines et celle de la direction de l'information. Donc, il y a un engagement contractuel et financier qui relève de cette décision. S'il y avait une anomalie, un dépassement, un risque budgétaire, il serait très vite repéré. Mais, comment vous dire, en permanence, nous y pensons. En permanence, nous avons en tête d'être responsables sur le plan financier, mais pas au point de nous paralyser dans les décisions que nous devons prendre. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Dans les magazines d'actualité que vous présentez, 13h15 le samedi, 13h15 le dimanche, 20h30 le samedi, 20h30 le dimanche, vous recevez régulièrement des personnalités qui participent à façonner le paysage politique, médiatique et culturel français. Une question que des millions de Français se posent, j'imagine, mais qui décide de la sélection de ces invités dans ces émissions et quels sont les critères objectifs précis que vous appliquez? Cette discussion, elle fait l'objet d'une décision collégiale, puisque nous en parlons entre nous. Nous sommes rédacteurs en chef de ces magazines et nous avons une équipe avec qui nous débattons et avec qui nous décidons, effectivement. Qu'est-ce qui motive? Ça peut être l'actualité, bien évidemment. Cela peut être effectivement également l'essentialité finalement d'un moment où effectivement nous avons besoin d'un éclairage complémentaire sur une actualité et puis également l'actualité de ces personnalités, qu'elles soient culturelles ou autres. Je pourrais compléter la réponse en particulier sur le plan politique, puisque nous sommes à l'Assemblée nationale. Vous pouvez peut-être expliquer que ce n'est pas les mêmes règles pour le magazine et les journaux télévisés. Enfin, peut-être juste... Oui, là, je vous parle des magazines. Des magazines. C'est ça, monsieur le Mais rapporteur. la question était générale, je pense, non? Vous pouvez répondre de façon générale. Alors, sur les magazines, pour ne pas... Parce que précisément, nous avons créé ces magazines avec à chaque fois un ordre comment dire, nous avons créé une série de magazines avec des objets particuliers. Nous avons notamment créé une série qui s'appelle Succession. Je ne sais pas si vous la connaissez. Le 26 mars 2023, nous avons diffusé le premier épisode de cette nouvelle série en prévision de l'élection présidentielle de l'an prochain. Et nous avons depuis réalisé et diffusé 11 épisodes. Cette série se veut novatrice sur la forme et sur le fond. C'est la seule émission de reportage consacrée à la vie parlementaire de tout l'audiovisuel public. Le cadre en est celui de l'Assemblée nationale. Et ces personnages sont les vrais députés, des hommes et des femmes qui sont intervenus dans les 11 épisodes de Succession. Nous filmons ces députés dans l'hémicycle, dans les coulisses de l'Assemblée, mais parfois aussi dans leur circonscription au milieu des Français. Je ne vais pas vous donner la liste des 226, je dis bien 226 personnalités politiques qui sont intervenues dans les 11 épisodes en 3 ans de travail. 226 personnalités qui ont accepté nos caméras sans jamais un refus. Mais pour illustrer mon propos, je vous cite rapidement quelques-uns des principaux personnages que nous suivons au fil de nos épisodes. Pour les démocrates, M. Philippe Vigier. Pour Ensemble pour la République, Madame Olivia Grégoire. Pour Horizon, Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Pour la droite républicaine, Monsieur Aurélien Pradier, puis Monsieur Laurent Wauquiez. Pour le Rassemblement national, Madame Laure Lavalette, puis Monsieur Sébastien Chenu.
Pour l'UDR, Madame Christelle Dintorni. Pour LFI, Madame Alma Dufour, puis Monsieur Éric Coquerel. Pour les communistes, Monsieur Fabien Roussel, puis Monsieur Stéphane Peu. Pour les écologistes, Madame Sandrine Rousseau. Pour les socialistes, Monsieur Arthur Delaporte. Et pour l'IOT, Monsieur Charles de Courson. Un mot très court pour vous raconter quelque chose de très significatif. L'une des grandes originalités de cette série, c'est d'avoir proposé et obtenu l'accord de tous ces députés pour venir sur le terrain échanger leurs arguments, souvent opposés, sur place, au milieu des Français. Un seul exemple parmi d'autres sur l'un des points les plus difficiles de l'actualité, l'immigration. Dans l'épisode intitulé « Succession, frontières et fractures » du 12 novembre 2023, nous avons diffusé une rencontre à Vintimille, sur la frontière franco-italienne, très surveillée par la police puisque c'est un passage de migrants clandestins. Une rencontre entre le député socialiste Arthur Delaporte et la députée UDR Christelle Dintorni, qui ont bien voulu venir débattre de leurs idées respectives sur l'immigration devant les grilles de la frontière. Et cela s'est très bien passé, sans concession, mais très bien passé. C'est donc possible, quand on y met le prix, quand on y met le travail, de réaliser un dialogue politique entre des responsables totalement opposés sur le fond, un débat démocratique, et en l'occurrence, ça, nous pouvons le faire très librement et de façon responsable dans le service public. Merci. Donc, c'était bien l'émission, le magazine Succession. Hein. Voilà. Allez, monsieur le rapporteur. Merci pour votre réponse. Sur le thème de la neutralité, ce sera ma dernière question. Vous savez que cette commission d'enquête porte en partie, c'est l'un des 3 thèmes que l'on aborde sur la neutralité de l'audiovisuel public. Vous connaissez aussi l'importance, je crois, du rôle d'arbitre de l'audiovisuel public, notamment à l'approche d'élections et d'échéances électorales importantes. Pour savoir si les thèmes que vous abordez au JT parlent à tous les Français, un bon indicateur est aussi de regarder si vous réussissez à rassembler tous les Français, quelles que soient leurs préférences idéologiques ou partisanes. J'ai donc regardé l'un des derniers sondages qui se prêtait à ce sujet, c'est celui de l'IFOP du 12 juin 2024 qui a été publié dans le magazine Marianne. Dans ce sondage, on apprend que seuls 15% des téléspectateurs du JT de France 2 ont voté RN aux dernières élections européennes, soit 2 fois moins que la moyenne des Français. Au contraire, 26% des téléspectateurs de votre JT ont voté Raphaël Glucksmann, soit cette fois-ci 2 fois plus que la moyenne des Français. Si je compare maintenant votre journal télévisé avec celui de TF1, 44% des téléspectateurs du JT de 20h de TF1 ont voté RN aux européennes, mais seuls 7% ont voté pour M. Glucksmann. Ma question est donc simple. Pourquoi est-ce que votre JT, et je dis vous, mais c'est aussi celui en son temps de Mme Lapix, de M. Bugier, intéresse-t-il proportionnellement à leur poids électoral 4 fois plus les électeurs socialistes que les électeurs du Rassemblement national? Merci, monsieur le rapporteur, pour cette question. Très compliqué d'analyser la sociologie d'un journal avec ces chiffres. En tout cas, la vocation du service public et du journal de 20 heures, son socle, le socle de la rédaction de France Télévisions, et c'est l'impartialité. Notre taux de confiance auprès des Français est de 73%, soit 17 points de plus que nos concurrents. 80% des Français nous regardent toutes les semaines. Aucun courant politique n'est boycotté dans les formats que j'incarne et bien sûr, encore moins bien évidemment, sur le plateau du journal. On publie, comme on vous l'a dit, toutes les listes d'invités. Donc il est... Voilà, j'entends ce que vous dites, mais il m'arrive, je reconnais assez peu d'étudier la sociologie des gens qui regardent le journal de 20 heures de France 2. Une autre question qui concerne un sujet important. On a beaucoup parlé de ce chiffre depuis le lancement de cette commission d'enquête. C'est le salaire moyen chez France Télévisions, qui est d'environ 72 000 € par an, qui place le salarié moyen de France Télévisions parmi les 9% des Français les mieux rémunérés. Dans le même temps, plusieurs organisations syndicales que l'on a reçues, que l'on a entendues, ont alerté sur la situation des journalistes les plus précaires, en particulier les pigistes chez France Télévisions. Le syndicat national des journalistes nous a décrit une citation avec, je les cite, « un petit nombre de rémunérations très élevées chez France Télévisions ». Je rappelle d'ailleurs que près de 30 directeurs gagnent plus que le président de la République. Je crois que 15% des employés de France Télévisions gagnent plus de 80 000 € par an. Et de l'autre, une grande majorité de journalistes qui sont maintenus dans la précarité. Est-ce que vous comprenez l'émoi des représentants syndicaux chez France Télévisions
Et en ce qui concerne l'information et notamment le journal de 20 heures et les magazines que vous présentez, quelles sont en tout cas les recommandations que vous pourriez émettre pour homogénéiser davantage le niveau de rémunération chez France Télévisions? Merci, monsieur le rapporteur. Je me priverai bien de donner des recommandations. J'en suis salarié également de cette entreprise. Il y a des dirigeants. Je ne suis ni ministre de l'économie, ni ministre du budget, ni directeur financier de France Télévisions, ni DRH. En revanche, je peux vous dire une chose. Ça fait 20 ans que je travaille à France Télévisions. Je suis en contact avec, bien évidemment, les journalistes, les personnels techniques. L'histoire de France Télévisions a été traversée par des conflits sociaux. Et j'ai pris toujours l'habitude d'aller au contact des uns et des autres pour discuter avec eux dans des moments de tension, pour les écouter. Je suis donc conscient des difficultés, comme dans toute entreprise. Je suis à leur écoute. Nous échangeons sur cette question. Mais, monsieur le rapporteur, vous imaginez bien que ce n'est pas à moi de définir la politique salariale de France Télévisions. Vous avez eu l'occasion de poser ces questions, j'imagine, à des dirigeants plus compétents que moi. Et nous auditionnerons le DRH et le directeur financier de France Télévisions la semaine du 9 février. Alors peut-être pour un sujet qui vous concerne davantage, dans un rapport du cabinet CEDAT, que l'on a d'ailleurs, on a entendu ses représentants il y a 2 semaines, consacré à France Télévisions, un témoignage m'a interpellé, il figure page 108 du rapport, il indique, je le cite, que les conférences critiques post-JT ont parfois été, avec certaines équipes d'édition précédentes, un lieu propice à l'humiliation, à des crises de colère ou au rabaissement des journalistes. Fin de citation. Est-ce que vous avez vous-même été témoin de ce type de pratique au sein de France Télévisions, notamment lors de ces conférences critiques post-JT? Est-ce que vous avez eu vent de ces témoignages de souffrance au travail? Merci, monsieur le rapporteur. Je n'ai jamais été témoin de ce type de relation, de ce type de toxicité dans les relations que j'ai eues au travail, dans les conférences avant, pendant et après le journal. Merci, monsieur Carpentier. Pareil. Même chose, et si vous voulez, ça fait 19 ans que nous travaillons donc dans la partie magazine de la rédaction. Nous voyons la rédaction de très près, la rédaction qui fabrique les journaux. Il peut y avoir des conflits, parfois, bien sûr, même des conflits interpersonnels qui peuvent donner lieu à des interprétations un peu plus larges. Mais pour ce qui concerne notre périmètre, ça fait 19 ans que nous travaillons avec des gens qui sont, pour certains d'entre eux, encore avec nous depuis tout ce temps-là. Et d'ailleurs, je les salue, chacune et chacun. Nous n'avons jamais eu ce que vous décrivez, c'est-à-dire des humiliations, des choses violentes. Franchement, vous savez, ça se saurait très vite aujourd'hui s'il se passait des choses comme cela. Effectivement. Monsieur le rapporteur. Merci pour vos réponses. Une dernière question sur cette partie, sur cette dimension budgétaire, question que l'on pose quasiment à chaque audition à des dirigeants, à des animateurs notamment de l'audiovisuel public. C'est celle sur la transparence des rémunérations. Tous ceux qui vous ont précédé ont refusé de nous communiquer leur salaire, alors que ce sont des personnes qui sont payées par l'argent public. Certains invoquent le secret des affaires, qu'on a du mal à comprendre. D'autres invoquent la concurrence des chaînes privées, alors que tous nous expliquent qu'ils seraient davantage rémunérés sur des chaînes privées commerciales, ce que l'on veut davantage, enfin bien volontiers croire. Est-ce que vous pourriez dire aux Français combien vous percevez au titre de votre rôle, sachant que c'est de l'argent public, et peut-être que vous pourriez distinguer le contrat passé avec France Télévisions en tant que salarié, mais aussi celui au titre de votre ou de vos sociétés de production? Pardon, monsieur Delahousse, la pédagogie étant l'art de la répétition, je précise simplement que les personnes qui sont passées avant vous ont indiqué que la direction de France Télévisions leur avait demandé de ne pas communiquer, donc elles n'ont pas refusé. Elles ont indiqué... Ah, c'est M. Ballard qui a appelé pour un journal télévisé. C'était F1. Plus sérieusement, donc elles n'ont pas refusé. En tout cas, France Télévisions leur a donné une consigne de ne pas effectivement qu'elles communiquent là-dessus. Et donc voilà. Allez-y. Monsieur le rapporteur,
Depuis le premier jour, France Télévisions, je vous le disais, a souhaité, et à l'époque de mon recrutement à France 2, pour assurer progressivement la présentation des journaux, avec le souhait de faire évoluer le format du journal, à la fois sa forme, sa diversité, et je vous l'ai dit, sa différenciation avec notre principal concurrent. C'était une offre complémentaire, ce que nous avons fait via le 20h30, proposant aux téléspectateurs des marqueurs du service public. France Télévisions m'a également accordé la possibilité de développer des documentaires, des récits, des séries historiques, des portraits de personnalités, ce que j'ai fait avec un jour une histoire et un jour un destin, travaillant notamment le vendredi, le samedi et le dimanche, ce qui est un agenda, vous le savez, spécifique. Je dispose d'un contrat de travail à temps partiel. Je perçois dans le cadre de mon contrat de travail une rémunération qui englobe à la fois la rédaction en chef du journal, la présentation du journal, ainsi que le 13h15 et les 20h30. Elle correspond à la grille salariale, de manière équivalente à celles et ceux qui exercent la même activité. Sur le temps non couvert par ce contrat de travail, effectivement, France Télévisions m'a accordé la possibilité d'avoir une activité au sein de sociétés de production, quelles qu'elles soient, à partir du moment où elles sont indépendantes, bien évidemment, dans lequel j'ai pu, en tant que salarié, en tant que journaliste, en tant que réalisateur, effectivement, développer des documentaires. Il n'y a donc aucun cumul de rémunération pour un même programme. Il y a deux activités qui sont en conformité avec le droit du travail. Sachez que, et c'est important de vous le préciser, que l'ensemble de ma rémunération, depuis toujours, est soumise à un contrôle régulier du contrôleur d'État, et c'est bien normal. L'ensemble de ces projets sont normés, contrôlés depuis toujours par les services de France Télévisions. Dans un souci de transparence, vous disposez, comme Monsieur le Président le disait effectivement, de ma rémunération, de tous les éléments fournis par France Télévisions. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur Delahousse. Vous avez raison, effectivement, je dispose de ces informations. Après, je ne me permettrai pas, en tout cas publiquement, de les révéler. C'est la raison aussi pour laquelle je me permets de vous poser la question. J'ai noté également dans les documents transmis par France Télévisions que vous percevez une part variable. Est-ce que vous pourriez peut-être nous préciser les critères d'obtention de cette part variable? Est-ce que, par exemple, ils sont conditionnés à une éventuelle audience ou à d'autres critères de performance? Non, ils ne sont pas conditionnés à des conditions d'audience. Part variable s'applique à tous les salariés de France Télévisions à partir du moment où des objectifs sont fixés. Cela passe par le management des équipes, par les objectifs qu'on se fixe effectivement dans le développement du journal, mais il n'y a aucune clause d'audience dans mon contrat de travail. Peut-être juste la même question que j'ai posée à Léa Salamé ce matin, puisque vous ne précisez pas votre salaire, mais peut-être pour que nous puissions nous réaliser les différences entre le secteur public et le secteur privé. Vous nous avez indiqué que vous avez eu de nombreuses offres du privé tout au long de ces 19 ans dédiés au service public audiovisuel, sans nous indiquer les montants ni actuels que vous percevez à France Télévisions, ni les offres précises qui vous ont été faites dans le privé. Est-ce que vous pourriez nous indiquer les écarts de rémunération en termes de ratio? Est-ce qu'on parle de 1 à 3, de 1 à 4, de 1 à 2, de 1 à 10? Monsieur le Président, effectivement, je pense que si effectivement j'ai accepté, je n'ai jamais accepté l'une de ces différentes propositions qui m'aurait peut-être permis, probablement, et même sûrement, d'avoir une rémunération plus importante. J'ai du mal à vous dire comme ça à quelle hauteur elle aurait été, effectivement, mais la seule réponse que je peux vous donner, c'est que si j'avais accepté ces différentes propositions dans différents médias, que ce soit la radio, à la télévision, j'aurais probablement gagné ma vie de manière largement supérieure. Merci pour votre réponse. J'aimerais désormais vous poser une question qui touche à votre conception du service public de l'audiovisuel et sa différence notamment par rapport aux chaînes privées. Entre 2007 et 2024, vous avez été à la fois l'animateur et le coproducteur de l'émission Un jour un destin, un programme consacré à des portraits de grandes figures issus d'horizons variés, politiques, économiques ou artistiques, tels que Bernard Tapie, Brigitte Bardot ou Henri Salvador, dans un format qui se veut, je crois, accessible au grand public. À mes yeux, j'ai eu beaucoup d'intérêt à suivre ces émissions, mais je crois que ce type de documentaire correspond pleinement aux missions fondamentales du service public audiovisuel. Aujourd'hui, cette émission se fait de plus en plus rare sur ces antennes. Peut-être, et ça s'est terminé, et vous nous en donnerez sans doute la raison à la suite d'une décision de France Télévisions de réduire peut-être certains budgets. Dans le même temps, j'ai constaté que France 2 consacrait une part extrêmement importante de sa grille quotidienne à des programmes de jeux, jusqu'à 9 cases par jour,
quand TF1 n'en propose qu'une seule. Est-ce que vous comprenez cette évolution de la programmation qui tend à privilégier des jeux commerciaux, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur des chaînes privées commerciales? J'ai entendu par exemple que France Télévisions voudrait réhabiliter une sorte de Star Academy déjà produite sur des chaînes privées commerciales. Est-ce que c'est bien la vocation de l'audiovisuel public, ou est-ce que c'est pas au contraire de braquer le projecteur comme vous avez pu le faire de façon passionnante dans ces émissions comme Un jour un destin? Et est-ce que c'est l'arrêt d'Un jour un destin qui a provoqué la mise en liquidation judiciaire de votre société de production? Alors, monsieur, je pense que le jeu a toute sa place. Enfin, m'appartient pas, je ne suis pas directeur de l'antenne de France Télévisions. Le jeu a toute sa place sur le service public. Moi, j'ai la chance de pouvoir développer des formats documentaires et de donner un espace très large. Et Jean-Michel pourra vous préciser le volume des choses que nous mettons à l'antenne depuis toutes ces années. Donc, je peux me concentrer sur cette partie-là. Je ne ferai pas plus de commentaires sur les choix d'organisation de la grille des programmes de France Télévisions, ce qui ne m'appartient pas. La seule chose que je sais, c'est que France Télévisions est probablement l'espace le plus important, le plus vaste, le plus large pour le développement de la création, pour le développement des sociétés de production indépendantes. Ce sont des heures et des heures d'antenne. Grâce à France Télévisions, ce sont près de 260 000 salariés extérieurs au service public qui travaillent sur la création, sur la fiction, sur le documentaire, dans des structures de production qui subissent, comme nous tous et comme toute entreprise, parfois des réductions budgétaires. Les prix sont encadrés, bien évidemment, et il est donc de plus en plus difficile parfois pour ces sociétés d'avoir, on va dire, un espace de vie simple, et tout est compté. Voilà ce que je peux vous dire pour les structures de production indépendantes. L'arrêt d'Un jour un destin n'a pas été la source principale de la liquidation de Magnéto Presse, qui est une structure qui reposait sur différents programmes. Moi, j'étais concentré sur Un jour un destin, comme vous l'avez souligné, sur laquelle je travaillais, sur laquelle j'étais journaliste et rémunéré en tant que tel d'ailleurs. Je ne participais absolument pas aux décisions d'ordre financier, stratégique de la structure. Je sais que cette structure, qui me tenait particulièrement à cœur, bien évidemment, compte tenu du fait que j'ai travaillé dans cette structure pendant de nombreuses années, et pu mettre à l'antenne, et je vous en remercie d'avoir souligné le caractère beau et fort de ce magazine qui me tient encore à cœur aujourd'hui, documentaire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Magnéto reposait sur d'autres activités, avec Arte, avec différents documentaires, avec de la fiction pour Canal+. Et donc l'arrêt d'Un jour un destin n'a pas été l'élément fondateur de l'arrêt de Magnéto. Merci, monsieur le rapporteur. Dire juste un petit mot sur, à propos des jeux. Vous dites que les jeux ne sont pas la vocation du service public, mais pendant des années, vous, vos parents et bien des Français ont regardé des chiffres et des lettres. C'était un jeu emblématique du service public. Donc ça prouve qu'il y a une source quand même légitime du jeu dans le service public. Évidemment, il faut adapter et moderniser les choses. C'est vrai que les jeux d'aujourd'hui correspondent davantage à l'évolution de la société. Mais les jeux en soi ne sont pas forcément quelque chose de négatif. Ils peuvent développer la réflexion, attirer des jeunes, et puis aussi faire du bien dans une actualité qui n'est pas toujours très bienveillante. Merci, monsieur le rapporteur. Encore quelques questions Merci, Monsieur le Président. Dans un rapport récent du député Aymeric Caron, qui d'ailleurs fait partie de cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public, il explique, en parlant de vous, il vous cite, je le cite, dans son rapport, France Télévisions indique que ce dernier, Laurent Delahousse, est lui aussi bénéficiaire d'un contrat de travail à temps partiel qui couvre la présentation des journaux télévisés de 20h le week-end et sa présentation du journal 13h15, et indique avoir acheté en 2024 pour 1,2 million d'euros de programmes documentaires auprès de sociétés de production dans lesquelles il détient des intérêts. Ça fait partie des quelques informations de montant public qui concernent vos sociétés de production. Est-ce que vous confirmez ce montant? Est-ce que vous pouvez expliquer aussi, de façon peut-être transparente et pédagogue, les mécanismes de contractualisation entre France Télévisions et vos sociétés de production? Je tiens à préciser d'abord que Native, puisque dans ce rapport, apparemment, c'est cette structure de production qui est citée, n'est pas ma société. Je ne suis pas actionnaire de Native. Je travaille pour cette société sur des missions précises, qui est l'élaboration de documentaires. Donc, je ne suis pas actionnaire de Native. Je ne participe donc pas à
la moindre décision d'ordre d'investissement de cette société. Je ne suis ni gérant de cette entreprise, je n'ai jamais touché de dividende d'une structure de production privée, je ne participe donc pas à ces résultats, et le montant que Aymeric Caron cite dans ce rapport, je l'ignore absolument et totalement. Je ne connais pas le chiffre d'affaires de cette structure. Je suis, moi, rémunéré au titre des formats sur lesquels je travaille en tant que salarié, soit réalisateur, soit journaliste. Voilà les seules choses que je peux vous préciser, et cela selon les règles du marché, avec des tarifs encadrés, et tous les sujets qui sont proposés à France Télévisions par cette structure et comme par une autre et par toutes les sociétés de production sont soumis à des règles qui sont simples, qui sont éditoriales, d'ordre financier, et ces discussions, vous l'imaginez bien, en tout cas depuis 19 ans, je n'y participe aucunement. Mon métier est d'être journaliste, je ne suis pas un animateur-producteur, je suis journaliste, réalisateur ou directeur artistique de collection. Ce sont les seules fonctions que j'ai toujours occupées au sein de ces différentes structures de production. Merci. Je peux apporter aussi une précision également. À aucun moment, il n'y a eu de confusion avec les 13h15. Nous avons, en 19 ans, réalisé 2000 reportages de 13h15. Et sur ces 2000 reportages de 13h15, 3 seulement l'ont été avec la société Magnéto à l'époque. 0,15% de la production. Merci. Peut-être encore une question du rapporteur avant de passer la parole au groupe politique, et puis on reviendra aux questions du rapporteur pour terminer. Une dernière question sur le sujet, enfin une double question, pour être sûr de bien comprendre sur votre société Natif Production. Est-ce que vous êtes actionnaire? Est-ce que vous êtes dirigeant? Est-ce que vous êtes simple employé de l'entreprise? Non, je suis journaliste. Je suis journaliste ou réalisateur de documentaires. Merci. Alors, c'est une double question. Mais lors de la création de cette société, Natif Production, M. Sidmon Gomez occupait les fonctions de directeur des antennes et des programmes de France Télévisions. Depuis peu, vous le savez, mais M. Sidmon Gomez a récupéré, en plus de la direction des programmes et des antennes, aussi la direction de l'information. Donc concrètement, ça signifie que vous êtes à la fois sous la responsabilité hiérarchique, même indirecte, de M. Sidmon Gomez au titre de l'information, et que pour certaines sociétés de production pour lesquelles vous êtes aussi employé, dont Natif Production, eh bien, il y a une forme d'autorité de M. Sidmon Gomez qui signe ces contrats passés avec ces sociétés de production dont vous dépendez. Est-ce que, selon vous, il y a un risque éventuel de conflit d'intérêts ou de mélange des genres entre à la fois les indications ou les injonctions qu'il peut vous donner au titre de l'information et aussi les contrats qu'il peut signer pour des sociétés de production dont vous êtes, pour lesquelles en tout cas vous travaillez? Je dépends depuis toutes ces années de la direction de l'information et de la direction de la rédaction à laquelle je suis rattaché. Monsieur Sidmon Gomez, pour des raisons de stratégie, aujourd'hui occupe une nouvelle fonction qui ne m'appartient pas. J'ai une totale confiance dans la liberté éditoriale de notre rédaction. Philippe Corbet sera le futur, ou l'actuel depuis aujourd'hui, je crois, directeur de l'information et de la rédaction de France 2, en qui j'aurai une totale confiance. J'ai aussi une immense confiance dans la liberté de cette rédaction qui s'est toujours exprimée depuis toutes ces années. Donc je ne vois absolument pas, en tout cas, la collusion, en tout cas l'aspect de conflit d'intérêts que vous pouvez peut-être même presque évoquer. Moi, je ne participe à aucune négociation financière ou budgétaire sur les productions dont j'ai la charge. Quand j'ai la charge par une société ou une autre de développer un format à laquelle que je propose, parce que je développe des documentaires, je discute avec effectivement mon employeur qui est la société de production. Moi, je leur propose un contenu éditorial. Sur le plan... et puis, je vais vous dire quelque chose, vous en avez parlé, et c'est quelque chose qui est important pour moi. À plusieurs reprises, via des structures de production, j'ai proposé des documentaires qui ont été repoussés par France Télévisions. Quand Un jour un destin s'est arrêté, effectivement, c'est pas la décision la plus agréable que j'avais entendue. Donc ça démontre aussi l'indépendance, la totale liberté des choix éditoriaux de France Télévisions. Ça ne m'appartenait pas. Je l'ai appris d'ailleurs assez brutalement par la presse lors d'une rentrée de septembre. Peut-être juste pour prolonger la question du rapporteur, qui est une question importante, qui est effectivement le rattachement de cette direction de l'information à la direction des programmes et des antennes. Dans les groupes privés, la direction de l'information est indépendante. Monsieur Thuillier est rattaché directement
au directeur général de TF1, et ça a été le cas à France Télévisions pendant des décennies. Je crois que quels que soient nos bords politiques ici, c'est une question à laquelle on essaye d'avoir une réponse. Quel est l'intérêt, quelle est la pertinence de rattacher une direction de l'information? Vous l'avez dit vous-même, c'est un bien public. Et on sait aujourd'hui la difficulté, la polarisation, l'hystérisation du débat public. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'une direction de l'information sacralisée qui ne répond pas hiérarchiquement au directeur des antennes des programmes? En disant cela, je ne remets pas du tout en cause, on n'est pas sur le même sujet que le rapporteur. Bon, ce n'est pas une question de légitimité de la personne en tant que telle, c'est une question de rattachement hiérarchique. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui, dans un moment d'hystérisation, de polarisation, à l'approche des présidentielles, avoir une direction de l'information à France Télévisions autonome et pas rattachée à la direction des programmes et des antennes? Je voulais juste faire une précision à titre personnel, et en plus je suis sous serment. Durant toutes ces années, depuis 19 ans, je n'ai jamais reçu la moindre pression de ma direction ou de mes supérieurs hiérarchiques. Jamais. Et je suis persuadé qu'avec Stéphane Sidbon-Gomez, les choses se prolongeront de cette manière-là. Vous parlez de sacralisation, je pense que la direction de l'information et de la rédaction reste et demeure à ce jour sacralisée, et que ça sera encore le cas à l'avenir. Je voudrais ajouter, d'abord certifier également qu'à aucun moment en 19 ans, mais même auparavant, nous n'avons été amenés à inviter ou désinviter quiconque sur ordre de quiconque. Accordez-nous le fait que nous ne l'aurions jamais accepté. Et puis, pour ce qui concerne la réponse à votre question, monsieur le Président, puis en même temps, monsieur le rapporteur, à propos de Stéphane Sidbon-Gomez, que vous le vouliez ou non, c'est un grand professionnel de l'audiovisuel. Donc, si vous voulez, il y a un moment où il faut voir la réalité en face. Nous n'avons aucun problème ni aucune difficulté à travailler à ses côtés, à dialoguer avec lui. Et puis, je vous dirais une chose, l'autonomie de l'information, l'autonomie des journalistes dépend du professionnalisme des équipes. Or, nous ne sommes pas les seuls. Dans d'autres rédactions, d'autres télévisions, évidemment, ou d'autres journaux, c'est le cas également. Nous sommes des professionnels. Je vais laisser le rapporteur bondir. Je indique juste, je n'ai pas remis en cause ni les compétences ni le professionnalisme. Je pense qu'une commission d'enquête, j'arrive juste, une commission d'enquête sur le privé, où on aurait appris que le directeur de l'information allait être attaché au directeur des programmes et des magazines, aurait suscité les mêmes questions. En tout cas, moi, j'essaie d'être le plus impartial possible dans mes questions, et j'aurais posé la même question si j'avais en face de moi un rédacteur en chef d'un journal télévisé de l'audiovisuel privé, parce que je pense que c'est une question à laquelle on doit avoir des explications, mais vous y avez répondu, et puis on aura l'occasion de reposer la question à nouveau à Madame Ernotte pour comprendre aussi le sens de ce choix stratégique et organisationnel à France Télévisions. Merci, Monsieur le Président. Dernière question sur le sujet pour clore la parenthèse. Question simple. Est-ce que, selon vous, on peut être parfaitement légitime en tant que patron de près de 2600 journalistes du premier groupe audiovisuel de France quand soi-même on ne dispose pas d'une carte de presse, alors que c'est un fait inédit? Je crois que tous les grands patrons de l'information de l'audiovisuel public ont toujours été des journalistes, et en ce sens, leur légitimité leur permettait aussi de souffrir d'aucune contestation sur d'éventuelles pressions politiques. Est-ce que pour vous, la légitimité aujourd'hui de M. Sidbon-Gomez est totale alors qu'il ne dispose pas de carte de presse? Le directeur de l'information et de la rédaction, c'est Philippe Corbet. Il a une carte de presse, et c'est avec lui que j'aurai au quotidien, avec les rédacteurs en chef, avec les chefs de service, la responsabilité de la fabrication du journal. Rien ne changera. Rien ne changera, et je peux vous dire que Stéphane Sidbon-Gomez pourrait vous le confirmer, je pense qu'il l'a fait devant cette commission. Rien ne changera. C'est une décision qui appartient à la direction de manière stratégique. Mon directeur, c'est Philippe Corbet. Il faut que tout change pour que rien ne change, donc on demandera à Madame Ernotte qu'elle nous explique le sens de ce changement organisationnel et stratégique. Monsieur Ballard, pour 2 minutes pour le Rassemblement national. Merci, Président. Donc, je précise, comme je dois le faire, j'ai été journaliste pendant près de 40 ans. Je n'ai pas oublié de le faire cette fois. 6 ans dans le service public, et pour être complètement clair et transparent, j'ai travaillé dans la même rédaction que Laurent Delahousse pendant quelques années. Ça ne nous rajeunit pas. Je ne vais pas préciser la date.
on a auditionné des syndicats de France Télévisions, et notamment le SNJ. Alors, je n'ai pas amené le tract aujourd'hui, mais enfin, je l'ai montré à plusieurs reprises, donc le président pourra témoigner qu'il existe. Dans ce tract qui date d'avril 2022, il était écrit « On doit tout faire pour faire barrage à l'arrivée de Marine Le Pen à l'Élysée. On doit faire barrage à l'extrême droite. » Donc, en tant que présentateur, mais rédacteur en chef aussi du journal, est-ce que l'on est tout simplement serein quand on confie un reportage, un sujet à des journalistes? C'est leur droit le plus strict d'avoir des opinions politiques ou de distribuer des tracts même, mais qui, l'après-midi, peuvent faire un sujet pour le 20h traitant du Rassemblement national ou de Marine Le Pen. Et puis, deuxième question, là j'en viens sur la carte de presse qu'il n'a pas de Sidbon Gomez. Alors, on a bien compris que c'était Philippe Corbet qui est votre supérieur hiérarchique, mais lui a un supérieur hiérarchique qui est donc monsieur Sidbon Gomez, qui n'a pas de carte de presse. Moi, j'avoue que pour avoir été journaliste pendant 40 ans, savoir que le supérieur du supérieur n'a pas de carte de presse, mais qui pourrait me donner des consignes, ça me fait un peu tiquer. Merci. Merci, monsieur Ballard. Madame Calves, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. J'ai été membre du conseil d'administration de France Télévisions et de Radio France entre 2017 et 2024. Notre commission d'enquête porte notamment sur la neutralité de l'audiovisuel public. À neutralité, je préfère me référer à la notion d'impartialité spécifique à l'information sur l'audiovisuel public. Quelle est votre avis sur la capacité de l'audiovisuel public français de garantir cette impartialité dans le paysage médiatique actuel où la culture du clash, le registre de la radicalité et la polarisation sont privilégiés? Comment expliquez-vous que la couverture impartiale de l'information par l'audiovisuel public soit qualifiée par des médias d'opinion comme biaisée, alors même que c'est sans doute le traitement même de l'actualité par ces médias d'opinion qui est biaisé? Comment aujourd'hui l'impartialité de l'audiovisuel public est alors présentée comme des biais et des mensonges? Comment y résister? Quel rôle doit être celui de l'audiovisuel public alors même qu'il est attaqué? Merci, Madame Calves. Pour la France Insoumise, Madame Soudet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Delahousse, dans votre propos liminaire, vous avez tenu à dire qu'il était important pour vous, en tant que journaliste, de faire preuve d'une certaine retenue, d'un certain devoir de réserve, d'un certain équilibre dans vos prises de parole. Et il est vrai que c'est peut-être pour cela que vous avez finalement plutôt la réputation, par rapport à des journalistes comme Léa Salamé, d'être un journaliste plutôt lisse. Et malgré tout, ça ne vous empêche pas d'être ciblé par Acrimed, qui vous a pointé du doigt en disant que vous étiez complaisant avec un certain nombre de personnalités politiques, notamment François Baroin, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Pour Marine Le Pen, je voudrais vous donner pour exemple le moment où vous aviez mené son interview lors de sa candidature en 2017. Vous n'aviez posé aucune question sur son projet politique, mais uniquement des questions qui étaient centrées sur son ressenti. Pour vous donner un exemple, depuis le début de cette campagne, quel a été le moment le plus intense? Le doute ne fait jamais partie de votre logiciel, etc. Du côté d'Emmanuel Macron, je pense à toutes les interviews présidentielles que vous avez pu mener avec lui, à Crimed en 2017. Vous avez accusé de faire une interview présidentielle tout en complaisance, ce sont leurs termes. Vous avez en quelque sorte récidivé quelques mois plus tard, puisqu'en le soir du 29 avril 2018, vous aviez donc animé un reportage sur la méthode d'Emmanuel Macron. Et là encore, à Crimed, vous avez pointé du doigt en parlant de promotion, en disant que vous avez sorti la brosse à reluire. Et là encore, il vous avait attaqué en disant que vous ne vous attardiez pas du tout sur le fond. Monsieur Delahousse, que répondez-vous à ceux qui trouvent votre style d'interview complaisant et qui vous reprochent de dépolitiser la politique, quitte à donner le sentiment de promouvoir le pouvoir en place et de normaliser l'extrême droite? Et de normaliser l'extrême droite. Voilà. Alors, je vous laisserai répondre. Alors, pour les socialistes, Madame Aïda Alizadeh. Merci, Monsieur le Président. D'abord, une remarque qui va dans le sens de ce que vous avez dit, Monsieur Carpentier. La LCP, qui est une chaîne de service public, la chaîne parlementaire qu'on connaît très bien ici, a pris 15% d'audience en plus, juste en peut-être pas juste, mais en basculant sur la 8e. Alors peut-être qu'une partie de cette augmentation d'audience est due à un changement de l'idée éditoriale, à une meilleure qualité de travail, très certainement, il faut un travail très sérieux. Mais même le directeur de la chaîne concédait que le basculement sur la 8 avait augmenté mécaniquement presque
le nombre de téléspectateurs. Et alors, avec un peu de malice, je dirais qu'on pourrait peut-être faire l'essai de vous basculer sur la une pour voir si le journal de 20h, le journal de 13h allait prendre quelque part d'audience en plus. Je dis ça avec un peu de malice parce que pour moi, comme pour vous, vous l'avez dit tous les deux, je ne pense pas que l'audimat doit être l'alpha et l'oméga de la qualité de la production de l'information. Et donc ma première question, c'est est-ce que vous pouvez redétailler, vous l'avez fait, mais peut-être redire de manière plus précise, comment vous jugez avoir atteint votre objectif dans la production de votre information ? Monsieur le rapporteur a cité des sondages par rapport aux catégories socioprofessionnelles ou aux catégories d'électeurs qui regardaient votre JT. Quels sont les indicateurs que vous vous donnez pour dire là, on a fait du bon travail, là, on pourrait s'améliorer? Deuxième question et dernière question. Vous allez subir à France TV des coupes budgétaires. Comment ces coupes vont se répercuter dans la production de l'information de votre JT? Est-ce qu'il va y avoir des licenciements? Est-ce qu'il va y avoir des correspondants dans les pays étrangers en moindre nombre? Comment vous allez réorganiser le travail pour faire face à ces réductions budgétaires? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe écologiste et social, Madame Sophie Taillé-Polian. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que ce retour en 1986, enfin, on n'était pas si âgés que ça, hein, mais nous fait aussi nous remémorer à quel point, semble-t-il, et selon quelques témoignages, Monsieur Bouygues s'est roulé par terre pour avoir la une et pas la 2, parce qu'effectivement, au niveau commercial, il y avait là un enjeu majeur d'être vraiment la première chaîne. Donc, c'était une décision de Monsieur Chirac. En tout cas, je crois que c'est bon de le rappeler, parce qu'aujourd'hui, le service public n'est que la deuxième chaîne. Mais le service public de l'audiovisuel remplit néanmoins ses missions avec tout l'engagement de ses personnels et avec beaucoup de réussite et d'augmentation de ses audiences et un taux de confiance important, vous l'avez rappelé. Ma question, c'est sur les incarnations, c'est-à-dire ce choix qu'a fait le service public, y compris la radio d'ailleurs, de concentrer la plupart de ses émissions d'information sur un très petit nombre de personnalités. Donc, Monsieur Delahousse, vous faites partie, Madame Salamé aussi. Je m'interroge sur cette orientation, sur le fait finalement d'avoir certes des incarnations très fortes, mais qui peut-être laissent moins avoir la part collective. Et vous l'avez dit, hein, ce sont les équipes globalement, collectivement, qui font tout ça. Et qui peut-être aussi laisse moins à voir la diversité possible et les talents très nombreux au sein de France Télévisions. Donc c'est une question qui me semble importante parce qu'elle pourrait faire une différence avec ce qui se passe dans le privé. On voit d'ailleurs la convergence de ces incarnations dans les grands groupes privés qui se constituent et qui se concentrent et qui finalement utilisent les mêmes personnes, radio, télé, etc. Et finalement, ça forme, c'est le nom de l'animateur qui fait la marque quasiment. Et donc, je m'interroge sur ce que je considère être une dérive du service public là-dessus. Il me semble qu'une pluralité d'incarnations serait peut-être ce vers quoi il faudrait se réorienter. En tout cas, parce que ça doit être une très lourde responsabilité aussi à porter individuellement. Si j'étais malicieux, je dirais quand allez-vous céder votre place, Monsieur Delahousse? Ça ferait 19 ans, mais c'était pas tout à fait le sens de la question de la collègue. Peut-être la partager plus que la céder. J'ai bien compris. Monsieur Emmanuel Morel, pour la gauche démocrate et républicaine. Merci, Monsieur le Président. Vous avez, Monsieur Delahousse, travaillé dans le privé comme dans le public. Mais semble-t-il, depuis presque 20 ans, vous avez envie d'être fidèle au service public. Qu'est-ce qui, selon vous, constitue fondamentalement la singularité d'une chaîne de service public? Et qu'est-ce qu'il faudrait préserver? Au-delà de ce que disait Monsieur Carpentier sur la provocation de Monsieur Lelay, le temps de cerveau disponible pour consommer de la publicité du Coca-Cola. Au-delà de ça, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un modèle spécifique, singulier, qui mérite d'être préservé? Deuxième question, ça rejoint la question de ma collègue socialiste sur les coupes budgétaires. On a un budget qui est très contraint et ça ne va pas s'arranger. Quelles sont les conséquences concrètes pour un JT, que ce soit celui de 13h ou de 20h, en termes de reportage, en termes d'équipe, en termes de services de documentation ou de réalisation? Et est-ce que ça vaut aussi pour la partie magazine?
Moi, je ne mesure pas exactement ce que ça coûte la fabrication d'un magazine comme le 13h15, par exemple. Et concrètement, en termes de budget, à partir du moment où les budgets sont très contraints et réduits, quels sont les sacrifices que vous êtes amenés à faire? Enfin, la troisième question, c'est une question générale, mais qui nous intéresse aussi. Dans un contexte où l'information est de plus en plus consommée en ligne, sur des réseaux, avec une fiabilité toute relative, voire pas de fiabilité du tout. C'est quoi la stratégie de vos rédactions pour apporter au public, et notamment les jeunes, une information sourcée, fiable, tout en restant attractif? Pour prolonger la question de savoir si vous adaptez finalement la construction de votre JT au regard du fait qu'il va être consommé en partie sur les réseaux sociaux. Est-ce que dans la manière dont vous construisez le journal télévisé, vous vous dites, puisqu'en grande partie il va être écouté non pas en linéaire, mais sur les plateformes, on le travaille, on le construit un peu différemment. Une question d'1 minute, et je vous laisserai répondre globalement, de Madame Parmentier pour le groupe Rassemblement National. Oui, merci Monsieur le Président. Les Français se posent beaucoup de questions sur le service public, vous le savez, qui leur coûte 4 milliards d'euros par an. C'est la plus grosse dépense du ministère de la Culture, et nombre d'entre eux estiment que leurs opinions n'y sont pas suffisamment représentées. Pouvez-vous, Monsieur Delahousse, me citer un exemple précis, récent, où vous avez volontairement modifié un choix éditorial, un invité, une question, un angle, pour rééquilibrer un traitement dont vous estimiez qu'il manquait au pluralisme ou à l'impartialité, et me citer lequel? Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je vous propose d'essayer de répondre en 15 minutes, qui nous laissera ensuite 15 minutes pour que le rapporteur puisse poser une dernière question, parce qu'à 16h30, nous auditionnons Gilles Bernstein, et au regard de l'annulation de ce matin, je ne voudrais pas le faire attendre. Alors, je vais essayer de répondre. Il y a un spectre assez large, parce que d'un côté, on me dit que je suis en collusion avec Marine Le Pen, un peu avec François Baroin, un petit peu avec... Ah, oui, exactement. Merci d'avoir souligné, en tout cas, que j'ai le même ton, la même bienveillance parfois que je revendique, qui n'est pas de la complicité, qui est de l'écoute. Je pense que le ton calme est aussi révélateur de beaucoup de choses dans une interview. Et cela même me permet de souligner 2-3 choses. Philippe Ballard, monsieur le député, je voulais revenir sur cette question que vous me posiez chaque jour quand on fait le journal, et vous en savez quelque chose. On envoie des journalistes sur le terrain. Il y a un rédacteur en chef, un chef de service. Il y a une équipe qui va en salle de montage, qui regarde, qui observe. Elle observe un travail. Elle observe une activité professionnelle, elle n'observe pas la couleur politique potentielle du journaliste qui aurait fait ce reportage. On essaie d'être bien évidemment le plus rigoureux possible. Je vous ai donné les éléments d'enquête d'opinion, puisqu'on est obligé parfois de se ranger derrière ces enquêtes d'opinion. Et les enquêtes d'opinion confirment que France Télévisions incarne le mieux l'impartialité en France, avec des taux qui atteignent parfois 73% dans les enquêtes d'opinion. Bien sûr, tout est toujours fragile. Bien sûr que parfois des journalistes ont une opinion, et vous en savez quelque chose les uns et les autres. Vous le voyez sur les plateaux de télévision, vous avez vu l'évolution des choses, des chaînes d'information. C'est en cela que je vous disais que le journal de 20h est un totem. C'est en cela, cher Philippe, qu'il faut à un moment donné, effectivement, être toujours extrêmement vigilant, parce que le journal de 20h a une dimension, une résonance très particulière. Sur, en revanche, la question je fais un peu le lien entre les uns et les autres, entre les questions des uns et des autres. Sur le ton qui est le mien dans mes interviews, vous avez souligné différents éléments et différentes interviews que j'ai réalisées. Je vous remercie pour cette question, parce que c'est quelque chose qui est lié à moi, et je me suis souvent interrogé sur ces critiques. Est-ce qu'il faut que je change? Est-ce qu'il faut être plus agressif? Est-ce qu'il faut avoir un tempérament différent qui n'est pas le mien? Ça fait 18 ans que je fais le journal. Ça fait 18 ans que j'ai ce lien avec les Français. Après toutes ces années, souvent, un peu comme vous d'ailleurs, parfois dans la rue, les gens me disent « Monsieur Delahousse, vous êtes trop de gauche. Monsieur Delahousse, vous êtes trop de droite. Monsieur Delahousse, vous n'avez pas été sympathique avec... Monsieur Delahousse, vous avez été trop dur avec. »
j'en fais presque mon étendard, qu'après toutes ces années, alors je vous rassure, pour ceux qui s'interrogeaient sur la question et l'idée que potentiellement la diversité, qu'il fallait changer, j'ai bien compris que vous ne vouliez pas et vous ne comptiez pas que je quitte le journal demain matin, mais je vous rassure, je ne le ferai pas encore 18 ans, j'envisage aucune carrière de dictateur du journal de 20 heures, pour les années à venir encore. Donc effectivement, dans les années à venir, peut-être dans les mois à venir, je changerai d'exercice, mais c'est une petite parenthèse, et en tout cas, je suis très heureux d'être là, aux côtés de l'équipe et aux côtés des équipes de la rédaction. Mais je souligne cette idée que c'est une question bien évidemment que je me suis posée. Par rapport à d'autres confrères ou consoeurs, j'ai un ton différent. J'ai une manière d'aborder les choses différemment. Je le fais avec rigueur, jamais de complaisance, jamais de concession. Je n'ai eu, et pour revenir encore une fois à une question globale des uns et des autres, jamais de lien privilégié avec aucun responsable politique et en plus, et bien évidemment plus précisément avec les présidents de la République successifs. J'en ai croisé quelques-uns. Je résiste un peu plus, effectivement, que certains responsables politiques, en étant là depuis, je crois, de Nicolas Sarkozy, en passant par François Hollande, Emmanuel Macron et Emmanuel Macron II. Donc effectivement, j'ai effectivement résisté à ces tempêtes politiques. C'est peut-être une trace, finalement, d'équilibre, de justesse, un pôle d'équilibre que les Français retrouvent. Les chaînes d'information, les débats permanents, la fracturation de la société, les débats des uns et des autres. Peut-être que dans le journal de 20 heures, du vendredi, du samedi, du dimanche, ils trouvent quelque chose qui est un pôle d'équilibre. Mais voilà un petit peu ce que, en concentré, je pouvais vous donner comme réponse sur ces questions. Et encore une fois, je vous garantis que je n'envisage pas une carrière trop longue à la tête du journal de 20 heures. Voilà pour cette audition de Laurent Delahousse par la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. À très vite pour un nouveau numéro sur LCP.